Dans cette vidéo, nous revenons sur une interview marquante du président de transition malien, Assimi Goïta. Il y aborde sans détour l'AES et les enjeux cruciaux de défense, de souveraineté et de coopération régionale. Entre révélations, clarifications et messages stratégiques, cette prise de parole éclaire les choix sécuritaires actuels et leurs impacts pour le Sahel. Nous analyserons les déclarations clés, le contexte géopolitique, ainsi que les réactions qu'elles suscitent. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce que ces propos signifient réellement pour l'avenir de l'AES et la défense commune. Abonne-toi et active la cloche de notification. Partagez et activez la cloche pour ne rien manquer ici. Donc, quand vous regardez de près la charte du Lieutenant gouverneur ne contenait qu'un seul pilier, le pilier défense et sécurité. Donc, conscient du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la défense aux questions de développement. Et comme on le dit, sans le carburant, le char ne marchera jamais. Donc, aussi conscient du fait que sans une diplomatie soutenue, et ces deux piliers ne pourront pas prospérer. Et raison pour laquelle, lors de la déclaration de Niamey, nous avons décidé qu'il a consacré plutôt la création de la Confédération. Donc pour élargir le pilier défense aux deux autres piliers, à savoir défense, sécurité, et développement et diplomatie. Donc pour revenir à votre question concernant les questions de défense et de sécurité, il faudra reconnaître depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024 à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et des chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée, parce que quand vous regardez dans la feuille de route de l'A1 de la Confédération, le Mali était demandé de travailler pour la mise en place de la force unifiée. Et donc il y a eu ensuite une phase d'entraînement, il y a eu des exercices tactiques à Niamey. Et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Donc c'était le début de la montée en puissance. Donc aussi il y a eu la formation des officiers d'état-major par l'école de maintien de Alou Blonenbe du Mali. Donc toutes ces actions ont permis de faire la montée en puissance de la force unifiée. Donc, comme vous vous êtes rendu compte, on a mis l'étendard de la force unifiée. Bon, de façon pragmatique, de façon visible, il y a eu des avancées majeures en termes de sécurité. Bien vrai que des défis persistent toujours. En tenant compte même ou en regardant les principes même de la guerre, le premier principe qui est la liberté d'action. Aujourd'hui, nos pays disposent de cette liberté d'action, de mouvement. Aujourd'hui, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Donc ça, ce n'était pas du tout possible dans les années passées. Donc quand vous regardez aussi, depuis 2023, il y a eu plusieurs opérations conjointes contre ces groupes armés terroristes, dont les plus récentes sont IRECO 1 et IRECO 2. Donc ces opérations nous ont permis effectivement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et surtout des leaders, et ce qui n'a pas été possible à travers certains pays étrangers ou certains pays de puissance qui avaient même mis la tête de ces chefs terroristes en termes de prix. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Est aujourd'hui est parvenu à changer cette dynamique, non seulement à neutraliser des centaines de terroristes et détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Donc aujourd'hui, cela nous a permis de pacifier un peu la zone. Donc quand vous regardez aussi en termes d'autonomie stratégique, nos pays ont beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas cette liberté, cette possibilité
d'acheter aisément les équipements parce que c'était sous-traité par des pays qui instrumentalisaient ce secteur pour pouvoir nous influencer. Mais il faudra vraiment force et de reconnaître aujourd'hui, facilement avec des partenaires sincères, nous parvenons à nous équiper et à mener nos opérations de jour comme de nuit et en ayant toujours l'initiative. C'est-à-dire nous pouvons attaquer l'ennemi avant que ce dernier ne déclenche les hostilités. Donc tous ces facteurs n'étaient pas du tout possibles, mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui oriente les cibles en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. Mais de façon globale, je pense qu'aujourd'hui, la Confédération AES a marqué beaucoup de points en termes de défense et sécurité. Non seulement nous avons la liberté d'action, nous avons l'initiative, et aujourd'hui, la force unifiée est déjà opérationnelle. Et elle va prendre le relais. Elle va prendre le relais, c'est-à-dire depuis 2023, ces opérations étaient déjà en cours, mais il fallait mettre une organisation plus simple, plus adaptée, pour que les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux puissent se reposer un peu. Donc cette force unifiée, c'est la nouvelle dynamique pour continuer le combat contre le groupe armé terroriste. À vous entendre, Monsieur le Président, on est rassuré que la stratégie AES va s'adapter aux réalités du terrain. Exactement, c'est militaire en réalité. L'ennemi, c'est un jeu de cache-cache. L'ennemi va aussi faire la lecture de tout ce qu'on est en train de planifier. Donc on va changer de mode opératoire en fonction des enjeux ou des objectifs à atteindre. Donc comme nous aussi, on va pouvoir développer des modes opératoires pour les contrer. Mais c'est de bonnes guerres, c'est que sûr et certain, nous devons nous préparer vraiment à développer encore des stratégies et surtout anticiper. Le problème, c'est l'anticipation. Si nous parvenons à anticiper, nous allons pouvoir les neutraliser à temps et puis la peur va changer de camp. Mais toutefois, ce sont ces groupes armés qui ont l'initiative. Non seulement ça va perturber notre dispositif, ça va créer plus de peur au sein de nos populations. Donc moi je suis rassuré que nos populations n'étaient pas habituées à avoir certaines tensions dont les gens ne pensaient pas aujourd'hui s'attaquer à des citernes. Les gens n'ont jamais imaginé que cela pouvait arriver. Pour conclure, cette interview révèle des enjeux majeurs autour de l'AES et de la défense à travers les déclarations fortes d'Assimi Goïta. Entre souveraineté, sécurité régionale et coopération stratégique, ces révélations invitent chacun à réfléchir à l'avenir du Sahel. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si la vidéo vous a apporté des clés de compréhension, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter pour enrichir le débat. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, analyses exclusives et décryptages approfondis de l'actualité géopolitique africaine. Restez connectés, informés et vigilants face aux évolutions rapides qui façonnent notre monde actuel ensemble.